Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cela faisait plusieurs semaines, longues semaines, que nous ne nous étions pas retrouvés dans Palais Bourboff. Eh bien, c'est la reprise, et la reprise en fanfare, si je puis dire, puisqu'on inaugure, à partir de cette semaine, une série spéciale réforme des retraites. Vous savez que ça va beaucoup nous occuper au Parlement. Ça nous a déjà, et ça vous a, j'espère, beaucoup occupé dans la rue, sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons, à plusieurs reprises, avec des collègues, décrypter cette réforme, décrypter la mobilisation, analyser un peu ce qui se passe politiquement, la fébrilité gouvernementale et de la majorité. Et pour commencer cette série, nous avons l'honneur, le privilège, le plaisir immense de recevoir la présidente du groupe écologiste, Cyrielle Chatelain, qui est députée de l'Isère. Salut Cyrielle. Salut. Alors, Cyrielle, donc je le dis, tu es présidente du groupe écologiste. Lourde responsabilité pour toi, les collègues présidents de groupe ou chefs de file de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, c'est le premier podcast qu'on fait depuis ces mobilisations historiques inédites. Toi, tu étais dans le cortège parisien, tout simplement comme écologiste, comme militante, avant d'en venir à la parlementaire. Comment tu as vécu ces journées de mobilisation, puis peut-être comment elles se sont déroulées sur ton territoire, l'Isère ? Déjà, c'était une très belle journée. Je crois que tout militant de gauche, tout militant écologiste a pu pleinement apprécier cette mobilisation de rentrée. Alors bien sûr, à Paris, c'était un monde immense, tellement immense qu'on n'avançait pas. Généralement, c'est un bon signe quand la manif avance pas. À Grenoble, c'était pareil. C'était une des très très grosses manifestations. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde. Et je dirais même, moi j'ai même eu des photos de mes parents qui manifestaient à Vesoul. À Vesoul, c'était noir de monde. Donc on voit, ils avaient peur de la mobilisation des sous-préfectures, comme ils aiment à les appeler. Et bien en fait, toute la France était mobilisée. Et même des syndicats nous disaient, on a des mobilisations même à Belle-Île. Ouais. Donc alors, c'est signe de mobilisation réussie. Et j'en profite pour dire qu'on sera beaucoup de députés. D'ailleurs, nous, on commence cette semaine, puisqu'on est tous les deux en meeting à Beauvais, dans l'Oise, qu'on va retrouver beaucoup de parlementaires, non seulement en combat dans l'hémicycle, mais aussi dans des réunions publiques sur le terrain. J'imagine que toi aussi, tu as un programme chargé. Tout à fait, ben oui, Beauvais cette semaine, Caen la semaine prochaine. Mais surtout, je voudrais revenir sur un point. Ouais. Ces mobilisations, elles ont été énormes. C'est le fruit de l'union. C'est le fruit de l'union syndicale, c'est le fruit de l'union politique, c'est le fruit c'est la conséquence d'une réforme extrêmement injuste, extrêmement brutale, dont les gens sont en train de mesurer les conséquences quand on commence à leur dire « T'avais prévu de partir en retraite en octobre ? Ah, bah désolé, il faudra faire 3 mois de plus. » Donc on voit que c'est le reflet de toutes ces préoccupations. Par contre, le gouvernement faisait le pari de la démobilisation. Très clairement, on a vu monter la petite musique, est-ce qu'il y aura 100 000 personnes, les gens sont démotivés, sont démobilisés. Et ça, c'est une stratégie construite. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à vous convaincre, on va vous démobiliser. Donc moi, je suis très heureuse que ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on continue à leur prouver que finalement, ça ne marchera pas. De montrer les muscles et de dire de toute façon, quoi qu'il se passe, on ne cédera pas, ça montre surtout qu'ils ont peur. Et donc que justement, ça marche. Oui, on les a sentis dans les questions de gouvernement encore cette semaine, très fébriles, finalement très hésitants. Le ministre chargé de la réforme des retraites du SOPT, il était quand même pas à l'aise. On a eu aussi Riester, le ministre des Relations avec le Parlement sur LCP, qui a dit, c'est peut-être là-dessus que je voudrais te poser une question, en fait il a reconnu ce que nous on dit, nous les députés écolos, nous les députés de la NUPES, qu'on dit depuis des mois, c'est que cette réforme, elle va pénaliser durement et d'abord les femmes. Oui, alors c'est vrai qu'il n'était pas bien pour répondre à cette question. Et d'ailleurs, il a dû se faire taper sur les doigts parce qu'il n'a pas suivi les éléments de langage. Ils ont ramé après en question de gouvernement pour rattraper, mais ça nous a permis de confirmer ce qu'on savait déjà. Il faut déjà voir que même dans le rapport du corps, aujourd'hui, les inégalités hommes-femmes en retraite sont importantes et que même en 2070, elles ne sont pas résolues. Et donc plutôt que de se dire, bon, on a peut-être un problème, il faudrait qu'on voit comment est-ce que les femmes peuvent avoir autant pour vivre à la retraite que les hommes, le gouvernement fait l'inverse, c'est-à-dire qu'en augmentant l'âge de départ à la retraite, en fait, il va pénaliser d'abord les femmes.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont elles qui travaillent généralement dans des carrières hachées, qui travaillent à temps partiel. D'ailleurs, ce sont elles qui travaillent le plus jusqu'à 67 ans pour essayer de maximiser les revenus. Et donc, en fait, c'est à elles qu'on vole le droit de choisir si elles peuvent ou non partir, même si c'est avec des petites retraites. Voilà, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la retraite à 1 200 euros. Bon, vous l'avez entendu parler, 1 200 euros pour tous, et ben en fait, pas pour une grande partie des femmes. C'est-à-dire que quand on regarde les temps partiels subis, c'est, je crois, à peu près 70% de femmes. Donc, c'est très majoritairement des femmes. Et ben ces femmes-là, qu'on oblige à travailler à temps partiel, et ben elles n'auront pas le droit aux 1 200 euros parce qu'en fait, il faut travailler à tout plein. Il a été démontré que ça concernait, je crois, 38 personnes dans toute la France, c'est 1 200 euros. Ce qui montre bien que les éléments de langage se heurtent parfois à la réalité. Et du coup, ma dernière question, tu es donc la présidente du groupe écologiste. J'en profite pour dire le plus important groupe écologiste de l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est quand même une fierté pour nous. Groupe combatif et déterminé. Alors, c'est quoi la stratégie du groupe écolo, des groupes de la NUPES pour aborder cette bataille? Parce que la démocratie, c'est ce qui se passe dans la rue, c'est aussi ce qu'on va faire au Parlement. On voit bien, d'abord, est-ce que tu peux nous dire un peu dans quelle ambiance on va débattre, notamment, est-ce que le gouvernement, j'ai une petite idée de la réponse, je la connais, mais est-ce que le gouvernement laisse vraiment le Parlement débattre dans de bonnes conditions de cette réforme majeure pour la vie des gens? Ah bah, la première réponse, c'est non. Il faut imaginer qu'on a eu le texte, il a été déposé officiellement lundi, et on doit déposer des amendements jeudi. Donc ça, c'est déjà pour donner une idée du délai dans lequel on travaille. Donc déjà, c'est pas sérieux. Deux, comme ils ont un peu peur du débat, ils ont même prévu une procédure qui permet de limiter les jours de débat au sein de l'Assemblée nationale. Le 47.1, c'est ça? 47.1, tout le monde connaît le 49.3, maintenant tout le monde connaîtra le 47.1. Il faut quand même rappeler qu'Elisabeth Borne avait fait dans son discours de politique générale le changement de méthode. Ça devait être plus de concertation, plus de co-construction. En vrai, le changement de méthode, c'est de trouver toutes les astuces pour limiter le pouvoir parlementaire. Sur le groupe écolo. Et donc nous là-dedans, on va pas se laisser abattre, on va pas se résigner, et on recevra d'ailleurs dans ce podcast notre chef de file sur le texte qui est Sandrine Rousseau. On avait déjà reçu la commission affaires sociales à la cote dans ce podcast puisqu'on avait reçu Marie-Charlotte Garin au moment du débat sur l'assurance chômage. Et c'est vrai que comme ce gouvernement s'attaque à beaucoup de conquêtes sociales, on est souvent amené à se battre ici dans l'hémicycle. Et donc voilà, nous, on va pas se laisser abattre, on va pas se résigner. Et donc c'est quoi notre stratégie, ou en tout cas c'est avec quel état d'esprit nous on rentre dans cette bataille-là ici au Parlement? Déjà l'unité syndicale, elle doit se traduire par une unité politique de la NUPES au sein de l'hémicycle. Et donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, on a reçu les syndicats, on a reçu des économistes, on travaille nos amendements ensemble. Donc il y a déjà cette unité. Parce qu'en fait, tu l'as dit, on a eu beaucoup de conquêtes sociales, elles sont toutes issues d'un front populaire de gauche et écologiste. Donc l'idée, c'est qu'on continue ce rassemblement de la gauche et des écologistes. La deuxième chose, c'est que tout ce que vous avez exprimé dans la rue, des questionnements, des indignations, des colères, de la difficulté aussi, de se dire, purée, va falloir que je bosse encore un peu plus et j'y arrive plus. Et bien tout ça, finalement, c'est de faire entendre cet avis populaire dans l'hémicycle. Ça, c'est vraiment ça. Nous, notre objectif, c'est que vous vous sentiez représentés dans ces débats. C'est la première chose. La deuxième, c'est déconstruire. On voit, il y a un tonne de manipulation des faits, de faux arguments. Par exemple, notre système de retraite est en danger. Donc déjà, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en danger. Le corps le dit, les dépenses sont maîtrisées. Deuxièmement, c'est inquiétant, parce que ça inquiète énormément de gens. C'est une stratégie de la peur. Donc ça, nous, notre devoir, c'est de remettre les faits dans le bon ordre. Et enfin, ça va être l'occasion de parler des retraites, c'est l'occasion de parler de notre rapport au travail, le rapport au temps de travail. De dire qu'en fait, des moments... C'est une réforme productiviste. C'est une réforme qui vise à dire, vous n'avez une place dans la société que lorsque vous produisez. Nous, on va dire non, c'est pas vrai. Bien sûr que le travail fait partie de la vie, mais c'est qu'une petite partie de la vie. Et on a le droit, alors si on reprend une formule socialiste, au temps libéré, mais on a le droit à un temps de l'émancipation. André Gorz, c'est une formule écolo, le temps libéré. Ne nous laissons pas tout piquer par les socialistes. C'est pas faux. En tout cas, du temps du repos, du temps pour soi. Il faut affirmer ça. Il faut affirmer qu'aujourd'hui, la société, elle vit
grâce à des personnes qui ont aussi du temps. C'est le cas dans les Bien associations. Je sûr. pense qu'on peut parler à tous les parents à qui les grands-parents filent des coups de main. Et c'est de dire non, la société, elle tient debout aussi par toutes ces personnes qui font autre chose que produire de la richesse. Donc c'est de sortir de cette idée, produire toujours plus, quitte à casser les corps, quitte à casser les gens, quitte à priver les gens de temps de temps de vie en bonne santé. Et donc on va amener ce débat sur finalement l'émancipation, certes, le travail en plus émancipateur, moi j'y crois pas trop, Ouais. mais en tout cas en dehors du travail. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une société dans laquelle les gens ont du temps et du temps pour eux. Alors, merci beaucoup Cyrielle, et je te remercie parce que tu as fait une transition parfaite avec la petite annonce que je voulais vous faire avant de terminer. On a lancé sur mon site internet une petite opération pour justement référencer, pour que vous témoigniez, et moi je porterai dans l'hémicycle ces témoignages-là, de ce que, en fait, vous qui n'êtes pas encore à la retraite ou qui y êtes et qui voudriez nous dire ce que vous auriez aimé faire, c'est à 60 ans, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Voilà, dites-nous ce que vous avez envie de faire à 60 ans, si vous avez envie de vous engager, de vous occuper de vos petits-enfants. Voilà, tout pour montrer qu'effectivement, il y a une vie après le travail, qu'il y a une vie où on peut profiter des bonnes années de la retraite. Donc voilà, on a lancé cet appel à témoignages avec mon équipe. Il est disponible sur benjaminlucas.fr et on s'en fera évidemment le relais. Voilà, c'est aussi parce que tu as raison, c'est un combat culturel aussi pour démontrer que la vie, c'est pas travailler et on sait bien que les années dont on profite le plus à la retraite sont les premières années. Moi, je rencontrais la semaine dernière dans ma circonscription la responsable des Restaurants du Cœur qui me disait moi, les bénévoles les plus actifs, c'est des néo-retraités, tout jeunes retraités qui viennent, qui en profitent, etc. Donc, on voit bien là aussi l'impact qu'aura cette réforme sur la société engagée, sur le monde associatif et bénévole. Tu l'as dit et très bien dit. Donc, voilà, donc témoignez, donnez vos témoignages, on les répercutera et on les relaiera évidemment avec les collègues dans le débat parlementaire pour montrer qu'on peut faire entre 60 et 64 ans beaucoup d'autres choses que travailler en étant tout aussi utile à la société, utile à soi, à son bien-être, à son repos, à ses conditions de vie et à sa santé, parce que comme on s'est souhaité les vœux, le plus important c'est la santé. Merci Cyrielle, merci à toutes, merci à tous et on se retrouve très vite.